Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme Midi au Caire en ce jeudi le 4 novembre 2021. Commençons tout de suite cette édition. Et le président de Fattah el-Sisi a ordonné le gouvernement de déplacer tous leurs ministères vers la nouvelle capitale administrative à partir de décembre et de commencer l'opération pilote de 6 mois. Ceci est intervenu lors de la rencontre du président el-Sisi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre du Logement Asim El-Gazzar. Au cours de la réunion, le président a été également informé de l'évolution des travaux sur le projet, la plus grande transfiguration sur la terre de paix dans le Sinaï, à proximité des montagnes de Moïse et de Sainte-Catherine, l'avancement des travaux dans la nouvelle ville de la Alamine, les projets du développement de la région historique du Caire, le développement des projets de la zone du triangle de Maspero et Mamcha Ahl Masr ont également été passés en revue au cours de la réunion. Les forces aériennes égyptiennes et indiennes ont mené des exercices d'entraînement aérien conjoints sur une base aérienne en Égypte pendant plusieurs jours. La formation comprenait un certain nombre de cours théoriques et d'exercices pratiques pour unifier les concepts et gérer les opérations interarmées à l'aide de diverses méthodes modernes et de combat aérien. La formation comprenait également la participation d'un certain nombre d'avions de combat multitâches des deux parties et la réalisation de sorties conjointes pour attaquer les cibles ennemies. Alors ces exercices visent à renforcer les relations militaires et de la coopération conjointe de l'armée de l'air entre les deux pays. L'ambassade égyptienne à Addis Abeba conseille aux de faire preuve de prudence après que les autorités égyptiennes aient déclaré l'état d'urgence. L'ambassade a exhorté les membres de la communauté égyptienne à limiter leurs déplacements, à respecter les instructions du gouvernement éthiopien et à toujours porter leur papier d'identité. Donc les avertissements de l'ambassade égyptienne interviennent après que les forces du Tigré aient capturé 2 villes et avancent à présent vers la capitale. La ministre de la Planification, Dr Hala Saïd, a déclaré que le gouvernement a mis à jour sa stratégie de développement durable pour mieux répondre aux défis et faire face donc à l'émergence notamment de la croissance démographique, du changement climatique et de la pénurie d'eau. S'exprimant par vidéoconférence lors d'un débat en marge du sommet COP26 à Glasgow, Saïd a évoqué l'impact direct du changement climatique qui dépasse encore les capacités de l'Afrique et du Proche-Orient. Elle a passé en revue les efforts de l'Égypte pour faire face aux nouveaux défis et aux défis émergents tout en tenant compte des changements géopolitiques régionaux et de l'impact de la pandémie du coronavirus. Et justement, le ministère de la Santé et de la Population a révélé une augmentation relative du nombre d'infections quotidiennes liées au coronavirus, soulignant que le monde entier assiste à la même augmentation. Le ministère a déclaré que l'Égypte avait jusqu'à présent reçu 70 millions de doses de vaccins anti-Covid, ajoutant qu'il existe 7 genres différents de vaccins en Égypte et une abondance de vaccins suffisante pour un grand nombre de citoyens. Le ministère a ajouté que le pic d'infection devrait diminuer d'ici la seconde moitié de novembre, notant que l'État fournit gratuitement tous les vaccins contre Corona, soulignant que la vaccination d'un grand nombre de citoyens contribuait à réduire le taux de mortalité. Les indices de la Bourse du Caire ont collectivement reculé lors de la séance des échanges d'hier, affectés par des opérations de vente de la part des investisseurs individuels et des institutions arabes et étrangères.
L'indice principal EGX 30 a chuté de 0,5% pour se stabiliser au niveau des 11 618 points et les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement reculé de 3,6% et de 2,9%. Et en présence de la ministre de la Culture, Dr Inès Adedei, et du souverain de Charkwal et membre du Conseil suprême de la Fédération des Émirats Arabes Unis, Cheikh Sultan Ben Mohammed Al-Qasimi, ils ont inauguré les activités de la 40e session de la Foire internationale du livre. Participant à cette foire, plus de 1630 éditeurs arabes étrangers et 85 écrivains, créateurs et artistes de différents pays du monde. L'Égypte a remporté 2 prix au cours de cette foire. À cet égard, Dr Inès Abdedaïm a félicité les lauréats et exprimé sa fierté pour l'excellence égyptienne dans les divers forums arabes. Elle a déclaré que les 2 prix reflétaient la fertilité du sol créatif du pays, soulignant que tous les aspects de soutien sont préservés aux créateurs en Égypte. La ministre de l'Environnement Yasmine Fouad a lancé hier la stratégie nationale de l'Égypte pour le changement climatique 2050 lors d'un événement en marge de la participation de l'Égypte à la COP26 à Glasgow. Cette stratégie permettra à l'Égypte de planifier et de gérer le changement climatique à différents échelons et de soutenir les objectifs du développement durable ainsi que la vision Égypte 2030. Les détails dans ce commentaire. Lors d'un événement en marge de la participation de l'Égypte à la COP26 à Glasgow, la ministre de l'Environnement Yasmine Fouad a lancé la stratégie nationale de l'Égypte pour le changement climatique 2050. Y était présente la directrice régionale du département du développement durable pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, de la Banque mondiale et de la coordinatrice résidente de l'ONU en Égypte. Selon la ministre, la stratégie nationale repose sur 5 objectifs. Réaliser une croissance économique durable via un développement à émissions réduites de gaz à effet de serre et l'optimisation des ressources d'énergie renouvelables. Améliorer la gestion de l'action dans le domaine du changement climatique et définir les rôles et responsabilités de chaque partie prenante. Soutenir la recherche scientifique, le transfert de la technologie et la sensibilisation au sujet de la lutte contre le changement climatique. Madame Souleymane a salué la stratégie nationale égyptienne intégrée et globale qui repose sur des bases économiques et sociales, sur une action gouvernementale et sur la recherche scientifique, précisant que la Banque mondiale allait soutenir l'Égypte dans l'étude de priorité de sa stratégie et lui offrira des incitations vertes. Et ce 4 novembre est une date clé, est une date qui a chamboulé le monde de l'archéologie, car il y a 99 ans, l'Anglais Howard Carter a découvert le tombeau le plus célèbre au monde. Il s'agit du tombeau du roi Toutankhamon. Pourquoi célèbre? Car c'est le seul tombeau qui n'a pas été pillé, qu'on a découvert en entier avec les différentes pièces qu'il possédait.
passé. Et effectivement, depuis, il fait non seulement la fierté de l'Égypte, mais aussi il permet aux touristes de voir la splendeur et la richesse de notre pays. Nous a rejoint par téléphone Hazem Hassan, expert en tourisme. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est vrai que la découverte du tombeau a été un tournant très important dans l'histoire de l'archéologie, car après 7 années de recherche, l'Anglais a enfin mis la main sur ce tombeau qui finalement, aujourd'hui, quasiment 100 ans plus tard, a fait le tour du monde et ne cesse d'impressionner les gens à travers l'histoire. Ça c'est sûr, quand on regarde l'importance de cette découverte, déjà à l'époque de la découverte, c'était quelque chose de formidable, à tel point que le monde entier, la presse internationale a parlé de cette découverte comme la découverte du siècle. La découverte du XXe siècle, effectivement, parce que ça c'était la première découverte d'un tombeau intact dans l'histoire justement royale de cette époque, dans l'histoire de l'archéologie égyptienne, dans la mythologie et dans l'égyptologie. Donc là, c'était vraiment un exploit extraordinaire. Et plein de rumeurs, plein d'histoires, justement, qui sont déroulées autour de cette découverte. Ben, entre autres, bien sûr, l'histoire de la malédiction des pharaons. Oui. C'était justement le début de cette histoire de malédiction. Ça a commencé à cette découverte. Quand, bien sûr, Howard Carter et Lord Carnarvon, ils ont trouvé un texte, une phrase comme ça, qui était justement, qui a déclenché. C'était cette phrase qui a déclenché l'histoire de la malédiction des pharaons et bien sûr la mort mystérieuse justement du Lord Carnarvon qui est décédé ici au Caire quelques jours après l'inauguration justement du plein d'histoires qui étaient racontées sur la malédiction des pharaons depuis. Mais il faut dire que la découverte en elle-même était vraiment une découverte extraordinaire. Dès le début, parce que comme vous savez que Howard Carter, il était à l'âge de 17 ans un dessinateur de chevaux en Angleterre. Et là, justement, Flinders Petrie, le grand égyptologue anglais, il avait besoin de quelqu'un pour dessiner pour lui le premier plan de la capitale d'Akhenaton, Tel el Amarna, appelée Akhenaton, l'horizon d'Aton. Et là, donc, quelqu'un lui a proposé justement d'embaucher Howard Carter, ce jeune dessinateur. Et là, c'était le début pour lui, le début de son histoire avec la découverte de Toutankhamon, quand il a travaillé avec Flinders Petrie, et il s'est rendu compte qu'il y avait un roi absent. On n'a pas trouvé son tombeau. Et bien là, après les recherches et les études, il était sûr qu'il allait trouver le tombeau à la vallée des rois. Comme donc, quoi la persévérance paye toujours. Je vous propose de regarder ce sujet et on poursuit notre débat juste après. D'accord. Howard Carter a entamé ses recherches dans la vallée des rois dès 917 dans l'ancienne concession de Theodore Monro Davis, qu'il avait cédée à Lord Carnarvon par conviction qu'elle avait livré tous ses secrets. La riche mécène britannique avait ainsi missionné Carter avec comme seul objectif de retrouver Toutankhamon, depuis que les deux hommes ont retrouvé en 1917 des sceaux et des jarres portant les cartouches du pharaon. Mais les fouilles s'éternisent sans résultat majeur et à l'automne 1922, Carter doit insister auprès de son mécène pour financer une prolongation des recherches d'1 an. Les fouilles ont vraiment commencé le 1er novembre et le 4, l'équipe de Carter met à jour une première marche descendant, puis une douzaine, qui mène à une porte marquée du sceau de nécropole royale, perçu dans l'égyptologue de l'importance de sa découverte extraordinaire dans la vallée. Les fouilles reprendront donc le 24 novembre pour une découverte de la chambre funéraire inviolée le 29, ce qui sera l'occasion d'un nouvel anniversaire dans quelques jours. Inviolée, la tombe a pu livrer d'innombrables trésors, dont le plus célèbre vit toujours dans l'imaginaire du monde entier. Le masque funéraire du jeune roi, pièce maîtresse du musée du Caire, fascine en effet des milliers de visiteurs chaque année, et il est par ailleurs au cœur de l'actualité puisque les travaux de restauration du masque ont débuté
Monsieur Hazem, vous me parliez juste avant ce reportage de la fameuse malédiction des pharaons. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que ça existait? Est-ce que ce ne sont pas les habitants, les locaux à l'époque qui inventaient ces histoires-là pour pouvoir s'emparer, eux, des trésors tels que toutes les tombes ont été pillées? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on n'en a pas fait tout un mythe justement de cette malédiction? De mon point de vue, on a fait une sorte de mythe justement pour la malédiction des pharaons, surtout que on sait bien que les Égyptiens anciens gardaient dans leurs tombeaux des produits alimentaires et des produits organiques dans les tombeaux. Et donc là, on pense que c'est au cours des siècles et des milliers d'années, justement, une sorte de décomposition justement de ces produits alimentaires qui ont causé le fait qu'il y a beaucoup de gaz qui sont dégagés de cette décomposition, ce qui a fait que justement l'air à l'intérieur du tombeau est devenu empoisonnant de certaine façon. Et donc là, c'est ça ce qui a causé justement la mort de beaucoup de gens, soit qui fouillaient les tombeaux ou qui entraient dans les tombeaux des gens. Le fait de respirer ces gaz venimeux, justement, c'était ça la raison pour laquelle, je pense, beaucoup de gens qui sont morts. Il y a des démarches vraiment très très longues, justement, parce que quand on imagine un endroit où il y a des produits alimentaires en grande quantité qui étaient gardés dans un endroit enfermé pendant des milliers d'années, c'est sûr que ça peut poser des vrais problèmes. Il y a des choses un peu mythiques qui étaient racontées sur la mort de Lord Carnarvon, par exemple, qu'il est décédé à cause d'une maladie inconnue. Personne n'a réussi à l'autopsie de faire la diagnostic justement de la maladie mortelle. Et ils ont raconté justement que sans raison, pendant 2 heures, l'électricité était coupée partout au Caire. C'était des choses un peu bizarres, effectivement. Ça peut être des coïncidences, parfois possible que c'était une sorte d'exagération ou lié des choses qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. La preuve que Carter lui-même, qui était le premier à mettre les pieds dedans, il a vécu très longtemps après. Il n'est pas mort tout de suite. Après, vous le savez, dans nos traditions à nous, de toute façon, déterrer un mort ou entrer dans une tombe, ce n'est jamais quelque chose de bien. Ça n'annonce pas un bon présage. C'est plutôt un héritage culturel de nos anciens. Ça veut dire que profaner un tombeau, ça fait quelque chose un péché majeur dans la culture égyptienne ancienne depuis très longtemps, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est un crime majeur, si on veut, un péché majeur. Donc là, on a hérité ça de nos anciens et ça continue toujours. Et donc là, c'est ça ce qui a aidé que l'idée a été propagée partout et qui a traversé les siècles. On voit que les Égyptiens anciens donnaient beaucoup d'attention et beaucoup d'importance aux momies et à tout ce qui concerne la vie dans l'au-delà pour leurs défunts. Et surtout quand il s'agissait de rois de l'Égypte. Et donc là, pour toutes ces raisons, on voit que je pense que là, le fait d'agrandir un peu les rumeurs et les histoires et de créer des autres histoires encore plus affreuses qui faisaient peur, justement, ça c'était leur outil des anciens pour empêcher n'importe quel pilleur d'accéder au tombeau, ce qui était vraiment pas efficace, parce qu'on sait bien que, par exemple, à la Vallée des Rois, les tombeaux étaient déjà pillés dans les anciens temps. À l'époque de la 20e dynastie, on a découvert que les tombeaux étaient pillés. Donc là, c'était justement le côté spirituel qui était inventé par les anciens pour empêcher les gens de creuser et d'entrer dans les tombeaux pour les piller. Hazem Hassan, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler de cette découverte il y a 99 ans du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Midi au Caire. 36 de programmes sur la TV internationale et à très bientôt. Au revoir.